Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. On est très heureux de vous retrouver en direct avec un invité exceptionnel. Il s'agit de Gilles Kepel, qui est arabisant, qui est spécialiste de l'islamisme radical aussi, comme on dit selon la formule consacrée, professeur des universités et auteur d'un livre passionnant, Le bouleversement du monde, sur lequel nous allons étayer cette conversation. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Bienvenue à Radio Gilles. Merci. Vous connaissez bien nos studios. Vous nous faites souvent l'honneur d'être avec nous en direct dans différentes émissions. Alors là, nous sommes dans un contexte particulier. Le jour J, si j'ose dire, se rapproche. Il s'agit effectivement de l'intronisation dans le bureau ovale du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Ma question est très simple. Effectivement, on sait qu'il y aura, en conséquence de cette installation du président républicain, des changements importants au Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut déjà, pour nos auditrices, nos auditeurs ce matin, Gilles Kepel, tracer les grandes lignes de ces changements, de ce grand dessein dont parle l'administration Trump au sujet du Moyen-Orient ? Alors, effectivement, c'est un jour J, si j'ose dire, mais avant même de parler de Trump, je voudrais rappeler aussi que pour nous, en France, c'est un jour particulièrement terrible, puisque c'est la fin, si je puis dire, des commémorations de ce qui s'est passé entre les 7 et 9 Il y a donc 10 ans janvier, exactement. Voilà. Il y a 10 ans, depuis l'attaque à Charlie Hebdo, à celle qui s'est passée à l'Hypercacher, en passant par l'assassinat de la policière de Montrouge. Alors justement, puisque vous évoquez ces commémorations, on pouvait le faire après, mais c'est très bien qu'on commence comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment que nous assistons à une grande désillusion, ou est-ce que vous avez le sentiment que, à l'inverse, subsiste encore au sein du peuple français quelque chose de ce vigoureux, de ce formidable esprit Charlie ou esprit du 11 janvier, comme on l'a appelé en référence à la manifestation célèbre? Je ne suis pas croyant, mais j'ai quand même remarqué cette coïncidence terrible que le jour où tout le monde célébrait Charlie, Jean-Marie Le Pen est décédé et au fond, l'essentiel de l'hommage médiatique prévu pour Charlie s'est évaporé. Et c'est décalé vers le fondateur du Front National. Voilà. Or, le succès du Front National qu'il a fondé, le rassemblement qu'il a suivi, est quand même en grande partie dû au fait qu'une partie significative de la population aujourd'hui vit dans un sentiment d'inquiétude lié à la fois au terrorisme islamiste qui s'est manifesté avec force il y a 10 ans, aux angoisses liées à l'immigration, etc., qui font le lit de la propagande du Front National, du Rassemblement National. Et donc, on se trouve d'une certaine manière au cœur des contradictions de notre société, puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu à l'époque une très grande solidarité. Même Mélenchon avait à ce moment-là défilé, notamment en soutien à son ami Charb. Et depuis lors, évidemment, comme vous avez vu, il y a eu ce clivage autour de cette question qui a été porté notamment par la France insoumise. Et on est dans une société qui est prise aujourd'hui entre le marteau de la France insoumise et l'enclume du Rassemblement national. Ce qui nous fait une excellente transition pour Donald Trump, puisque c'est votre sujet. Il ne vous a pas échappé que 2 personnes seulement avaient été invitées et se rendront à l'inauguration. Éric Zemmour et Sarah Knafo. Je ne pense pas que ce soit uniquement en leur qualité confessionnelle, mais plutôt parce que eux-mêmes n'ont pas véritablement à se poser de problèmes sur leur électorat, qui reste encore rudimentaire, alors que le Front National, s'il avait été représenté à l'intronisation de Donald Trump, aurait dû rendre compte à un certain nombre de ses électeurs des catastrophes probables en termes économiques qui vont résulter pour les producteurs français et autres des mesures douanières punitives de Trump, etc. Alors on peut déjà l'anticiper, vous avez raison, Gilles Kepel, ce sera une administration très dure sur le plan commercial, y compris avec ses alliés, les alliés européens, etc. Tout ça on le sait. Mais espérons qu'il ne veut pas annexer, par exemple, l'avenue de Messine, auquel cas vous serez sur territoire américain. Alors, Gilles Kepel, nous sommes ensemble ce matin. Le bouleversement du monde, c'est votre livre événement sur
en fait, le Moyen-Orient, son refaçonnement, comme on dit, reshape en américain. Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette administration qui, pour l'instant, alors c'est vrai, n'est pas encore installée, mais multiplie. Mais elle est déjà là. Voilà, en réalité, elle est déjà là. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, le sait parfaitement. Et on voit bien qu'il ajuste ses positions internationales à ce qu'il pense devoir être la ligne de Donald Trump. Alors justement, pour l'instant, Donald Trump multiplie les gestes d'amicalité à l'endroit d'Israël, de fermeté à l'endroit du Hamas. Qu'est-ce que cela indique, selon vous, concernant Israël proprement dit, puis après on va élargir le scope à l'ensemble de la région? Alors, je crois que déjà on va se baser sur la seule chose qui a été dite réellement, le fameux « There will be hell to pay », qu'il a encore rappelé hier. Traduisez-le quand même pour nos auditeurs. Alors ça voudrait dire il va falloir mot à mot payer l'enfer, c'est-à-dire beaucoup. Mais là, hier à Mar-a-Lago, il l'a dit, c'est l'enfer qui va s'abattre sur vos têtes si les otages ne sont pas libérés l'autre jour J, c'est-à-dire le 20 janvier. Et c'est quelque chose qui est particulièrement étonnant. Alors vous avez rappelé effectivement qu'il est un soutien très ferme d'Israël. Ses nominés, comme on dit, sont presque tous pro-israéliens, à l'exception quand même de l'un d'entre eux, qui est le gendre de sa fille Tiffany, qui est un milliardaire chrétien libanais et qui a d'ailleurs fait campagne en arabe auprès des Arabes américains pour expliquer, notamment dans le Michigan, quand Trump est président, c'est la paix au Moyen-Orient, et quand c'est les démocrates, c'est la guerre. Oui, alors qui a plutôt bien marché, puisque le Michigan a voté Trump pour de bonnes et de mauvaises raisons, aussi parce qu'il voulait punir Biden d'avoir livré trop d'armes à Israël. Au-delà de la boutade électorale, ce que rappelle ce monsieur, c'est effectivement l'intention géostratégique globale de Trump, oui, tout à fait, qui est d'instaurer la paix dans les zones de conflit de la planète, et donc notamment au Moyen-Orient, d'être un peacemaker. Un peacemaker. Je vois que bientôt il va falloir parler exclusivement anglais à Radio J. Oui, effectivement, il a même annoncé, parmi les choses qu'il dit en ce moment et qui ne tire pas encore à conséquence qu'il n'est pas président, ça ne sont que des promesses, et comme chacun sait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme disait le regretté Jacques Chirac. Il a même annoncé qu'il allait rencontrer Poutine prochainement pour tout régler. Voilà. Alors, pour ce qui est du Moyen-Orient, quand il dit ceux qui font pas ce qu'il faut pour qu'il y ait une négociation, une libération des otages, bien sûr, tout le monde pense au Hamas. Et le Hamas lui a répondu hier, en la personne de son porte-parole, celui qui reste, d'une certaine manière, Bassem Naïm, qui a dit ceci: nous sommes tout à fait prêts à la libération des otages, on a présenté des listes, etc. C'est Netanyahou qui multiplie les obstacles, qui envoie le chef du Mossad ou du Shin Bet négocier avec des instructions, puis qui dit non, etc. Vous croyez que c'est crédible, ça ? Je ne dis pas que c'est crédible, je vous explique ce qu'ils disent les uns et les autres. Mais il me semble qu'il y a aussi une autre partie qui bloque dans la négociation, et qui est tout à fait explicitement, c'est pas une interprétation de ma part, c'est Ben Gvir et Smotrich qui ont déclaré que si jamais il y avait négociation avec le Hamas, ils retiraient leurs 14 députés de la majorité gouvernementale de la Knesset, et donc Bibi allait tomber. Alors Gilles Kebes, c'est passionnant, nous parlons du bouleversement du monde, de l'actualité à venir avec l'installation de Donald Trump. Ce que vous suggérez, c'est que même sur cette première négociation, on va dire concertée avec les États-Unis, d'une certaine manière, le gouvernement d'Israël actuel est bloqué en raison de ces contradictions internes. Et autant vous avez dit, et je crois qu'on peut difficilement vous contredire là-dessus, que Trump est un soutien absolu de l'État d'Israël, moi, je ne suis pas absolument convaincu, en revanche, qu'il soit un soutien éternel de Bibi Netanyahou. Alors justement, c'est une des thèses que vous développez, et vous la suggérez dans votre livre, qui est paru il y a 3 mois, mais vous anticipiez ce qu'on pressent aujourd'hui. C'est qu'en fait, Donald Trump a un plan pour le Moyen-Orient, faire la paix à tout prix avec les acteurs qui sont prêts à le faire.
on va y venir, bien sûr, ça concerne le monde sunnite. Essentiellement, pour l'instant, les puissances pétro-monarchiques, vous allez nous expliquer ça. Mais effectivement, il doit se dire d'ores et déjà que si le Premier ministre actuellement en poste en Israël n'est pas l'homme de la situation pour réaliser ce grand plan, eh bien, d'une façon ou d'une autre, il actionnera des leviers pour qu'il y ait un changement de Premier ministre, par la voie démocratique, naturellement, mais une personnalité qui serait plus en phase avec lui. Il y en a d'ailleurs plein qui se pressent au portillon. Certainement, mais en même temps, Israël, contrairement à un certain nombre de pays de son environnement immédiat, est une société, en tout cas démocratique, extrêmement démocratique, voilà, électoral, et c'est difficile de faire élire, à moins qu'il décide d'annexer Israël aussi, ce qui est aussi une solution, comme le Groenland, le Canada, et le canal de Panama. Vous voulez dire qu'il est, vous le considérez, Gilles Kepel, comme sans limite, en quelque sorte, dans son cynisme géopolitique, Donald Trump? Alors là, parce qu'on a vu avec le Canada, c'était très troublant, hein, les propos qui ont été rapportés. Voyez, vous pensez qu'il est sans limite dans son cynisme? Là, c'est quand même un peu préoccupant. J'avais entendu il y a quelques semaines, dans une émission, j'étais invité après lui, notre ancien commissaire européen Thierry Breton remarquer qu'au moment où Trump était venu à Notre-Dame, par exemple, il semblait bien informé, etc. Ça semblait assez logique et rationnel. Depuis quelques jours, effectivement, ça semble très curieux. Qu'est-ce qui semble très curieux, vous voulez dire, Gilles Kepel? L'annexion du Groenland, du canal de Panama, faire du Canada le 51e État des États-Unis. Tout ça, effectivement, ça introduit une turbulence gigantesque. Le fait de ne parler que de sa persécution par la justice des démocrates, tout ça semble étonnant quand même. On a là l'homme qui va être le plus puissant du monde, et quand on a à côté de lui l'homme le plus riche du monde qui débat sur X avec la patronne du parti d'extrême droite allemand et qui explique que il faut favoriser Reform UK, le parti d'extrême droite anglais au Royaume-Uni, ça semble un peu bizarre. Mais cet homme, c'est Donald Trump. Cet homme, c'est Elon Musk, hein, qui est le partenaire politique de Donald Trump, au sommet de l'État américain désormais. Oui. Mais c'est un industriel du web, hein, un milliardaire du web au départ. C'est l'homme le plus riche du monde. Qui fait un plaidoyer pour le transhumanisme, on le sait. Il est aujourd'hui favorable aux extrêmes droites européennes, vous avez raison. Et Manuel Valls, l'autre jour interrogé, disait qu'il est à la tête d'une sorte d'international réactionnaire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose aussi des orientations de cette diplomatie américaine à venir. J'ignorais que c'était Manuel Valls l'avait dit, mais en tout cas, j'ai entendu le président de la République le dire lundi à la conférence des ambassadeurs. C'est ça, je ne sais pas lequel a pris l'expression à l'autre, mais en tout cas, c'est l'expression, si j'ose dire, est sanctifiée au sommet de l'État français. Et bien sûr, signifie qu'il y a d'énormes inquiétudes ici par rapport à ça, ce qui, je crois, est l'une des raisons pour lesquelles Madame Le Pen, qui, autant que je sache, avait été sollicitée pour l'intronisation, préfère ne pas y aller. Alors, revenons au Moyen-Orient. Est-ce que Benyamin Netanyahou a raison d'être, on va dire, globalement confiant dans la ligne stratégique de cette administration, avec les personnalités auxquelles vous avez fait référence, Marco Rubio, Madame Stefanik, etc., etc. Est-ce qu'il a raison d'être globalement confiant sur la capacité, si on va a step after, la capacité de Donald Trump à conduire des négociations avec une partie du monde sunnite, je résume à très grands traits, vous allez nous dire, Gilles Kepel, pour parachever, pour consacrer ce processus diplomatique qui est resté en plan ensuite, mais qui avait été initié en 2020 sous la forme des fameux accords d'Abraham. Alors, le problème des accords d'Abraham, c'est qu'ils faisaient l'impasse sur l'État palestinien. C'est l'une des raisons pour lesquelles le 7 octobre s'est produit précisément. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'avoir des accords d'Abraham dans lesquels il y ait un État palestinien. Sans cela, les Saoudiens n'entrent pas dedans. Or, l'enjeu principal... C'est confirmé, c'est-à-dire que la position de Riyad n'a pas évolué depuis 2 ans. Non, c'est toujours la même condition, c'est l'État palestinien. Voilà, elle s'est même renforcée. Alors, évidemment, après, sur les modalités, je pense qu'il y a certainement une marge de manœuvre. Mais c'est impossible aujourd'hui pour le gouvernement saoudien, aussi bien disposé fût-il, d'expliquer à sa population, même si on n'est pas exactement dans le même type de démocratie qu'en Israël, pour parler de manière euphémique, qu'on ne va absolument rien faire et on va laisser
les Palestiniens de Gaza dans la situation où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une situation épouvantable, avec des intempéries, avec des morts, plus de 50 000 morts probablement, chassés du nord du territoire, avec les partis colons qui annoncent qu'ils vont recoloniser Gaza, puisque c'est en 2005, Shamir était sorti de Gaza disant les colonies sont indéfendables. Netanyahou, qui était ministre à l'époque, avait du reste démissionné à ce moment-là. Et puis ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui, où les colons ont carte blanche, puisque s'ils tuent un Palestinien, ils ne sont plus en détention préventive. Alors ça, c'est un petit peu sujet à caution, ce que vous avancez. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 2 ministres qui sont favorables à la judaïsation de Gaza. Et donc là, vous voulez dire que ça pose aussi un problème stratégique à Benyamin Netanyahou, qui n'a pas cette position-là, lui, oui, mais tout à fait, qui en revanche souhaiterait avancer, on le sait bien, dans l'année 2025 qui commence avec les Saoudiens, mais va aussi se heurter à cet obstacle-là. Absolument. Voilà. Alors, mon sentiment, c'est que Netanyahou pense que, au fond, l'intérêt des Saoudiens et de Trump est tel de créer une espèce de zone de coprospérité, si je puis dire, dans la région, qu'il peut passer par pertes et profits la présence de l'extrême droite. Et c'est pourquoi vous croyez que c'est un homme qui a toujours essayé de passer entre les gouttes, sinon, un renard habile qui slalome un peu entre les obstacles, non ? Sinon, il n'aurait pas la longévité politique qu'il a, qui même au regard de la politique israélienne est quand même exceptionnelle. Il me semble qu'il est dans la procrastination aujourd'hui pour gagner du temps, et on pourrait avoir un accord à la dernière minute. Le problème, c'est de savoir ce que Trump lui donnera comme garantie de survie à lui face à son extrême droite qui dit on se retire et tu tombes. Je crois qu'il y a cette dimension-là qui est importante à voir, mais donc indéniablement les États sunnites dirigeants et même probablement la Syrie après Assad sont intéressés dans un partenariat global qui permettrait la prospérité. Ce régime syrien, donc nouveau, qui est dirigé par un ancien djihadiste, Al-Joulani, voilà, qui a maintenant changé son nom et qui s'appelle Ahmed Shara, ce qui a permis de découvrir qu'il appartenait à une famille de la bourgeoisie sunnite, puisque le cousin de son père n'est autre que Farouk Shara, ça s'écrit différemment, qui a été 20 ans ministre des Affaires étrangères de Hafez al-Assad, puis vice-président syrien, et qui a démissionné, qui est mis un peu à l'écart, parce qu'il pensait que lors de la guerre civile, il fallait privilégier la négociation en Syrie et non pas la guerre. Donc, si vous voulez, on a en Syrie, pour l'instant, aussi un grand point d'interrogation sur ce que ça va devenir, et le fait que le nouveau dirigeant ait envoyé ses hommes en Arabie Saoudite, qui n'aime pas trop la Turquie, qui apparaissait comme le protecteur du régime, aux Émirats et autres, et qui n'ait pas eu des réactions gigantesques lorsque Israël a profité de la situation pour grignoter un morceau supplémentaire du Golan. Et ça, la chose qu'il a dit, c'est pas compréhensible, puisque nous ne représentons plus un danger pour Israël. Assad est parti, les Iraniens ne sont plus là, nous ne sommes pas dans la même logique. Ce qui, entre les lignes, signifie que, au fond, il n'y a pas d'empêchement structurel à un processus de pacification, non pas la paix pour la paix, mais parce que la Syrie a besoin absolument de reconstruire un pays qui est totalement dévasté par 14 années de guerre. Et donc, si vous voulez, la perspective de cette espèce d'accord d'Abraham plus, mais à condition qu'il y ait une place pour les Palestiniens dedans, c'est aujourd'hui l'objectif de l'ensemble des dirigeants de la région. Et est-ce que c'est l'objectif de Donald Trump, qui a conscience que c'est une attente du monde sunnite et, on va dire, pardonnez-moi l'expression, islamiste modéré, dans le cas, par exemple, du régime syrien? Est-ce que c'est son objectif aussi de réaliser une nouvelle plateforme et qui inclurait, comme vous le dites, désormais, la résolution, le règlement du problème palestinien? Oui, c'est-à-dire on ne peut pas, par rapport aux accords d'Abraham qui avaient mis les Palestiniens comme la poussière sous le tapis, cette perspective n'est plus envisageable aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la raison pour laquelle le 7 octobre a explosé. Le 7 octobre, aujourd'hui, on voit bien que c'est l'hubris, la démesure de Yahya Sinwar qui a cru qu'il allait changer les choses, et ça s'est retourné contre lui, puisqu'il n'y a plus de Hamas, il n'y a plus de Sinwar, il n'y a plus de Hezbollah,
Et l'Iran, il n'y a plus Syrie d'Assad, et l'Iran dans une position aujourd'hui très difficile. Ce qui, du reste, n'exclut pas que dans la perspective où le processus de déréliction de l'axe de la résistance à Israël ou antisioniste irait à son terme, il y ait des mutations à l'intérieur du régime iranien qui fassent que celui-ci, à son tour, rejoigne la zone de prospérité. Ah, vous pensez qu'il peut y avoir, oui, alors pour le dire dans les termes qui sont souvent employés par les diplomates américains, hein, qu'il peut y avoir une sorte de changement de régime brutal ou en douceur. Pas forcément un changement de régime, parce que vous voyez, aujourd'hui, les pasdaran voient bien que, les gardiens de la révolution iranienne voient bien que en Arabie Saoudite, c'est la famille royale qui tient toujours très fermement le pouvoir, mais qu'il y a eu une libération culturelle. Et en Iran, où tout le monde vous dit toujours, nous avons 5000 ans de civilisation, on a inventé l'écriture, c'est la plus grande civilisation du monde. Les Arabes ne sont que des mangeurs de lézards. Et quand ils voient que, je n'ose pas dire qu'aujourd'hui les gens sont sur les plages en Arabie Saoudite, ils ne sont pas encore à boire un martini, mais enfin c'est peut-être pas une perspective qui est tellement éloignée que ça. Ils se disent vraiment, ces vieux mollahs, ce vieux Khamenei, 85 ans, 35 ans au pouvoir, ça suffit comme ça, vous voyez. Et surtout que, sauf si les Russes les aident à obtenir l'arme atomique, ce qui n'est quand même pas évident parce que tout ça est lié, il me semble qu'il y a une très forte dynamique aujourd'hui. Mais cette dynamique, paradoxalement, le point de blocage principal aujourd'hui, puisque ça empêche Netanyahou de faire la négociation, c'est Ben Gvir et Smotrich. C'est ça qui est très frappant. Nous sommes ensemble, Gilles Kepel. Ce matin, on fait un tour d'horizon géopolitique. On évoque évidemment le Moyen-Orient, ce qu'il va advenir au cours de cette année 2025 avec cette nouvelle administration américaine. On vient de décrypter quand même à grands traits le grand dessein. Il y a une puissance qu'on n'a pas encore évoquée qui sort, semble-t-il, renforcée des confrontations de l'année 2024. Alors que l'Iran, lui, est affaibli, à côté de la Syrie, voilà, une sorte de parrain de cette nouvelle Syrie, entre guillemets, démocratique et islamiste, c'est la Turquie. Alors, comment est-ce qu'on vous analysez, on a 3 minutes pour finir, comment est-ce que vous analysez, Gilles Kepel, la relation tendue, dialectique, mais en même temps ouverte du régime d'Ankara avec Jérusalem ? De plus en plus, Erdogan apparaît comme un sultan ottoman. Ça veut dire quoi, justement ? Par-delà le territoire turc actuel, celui de la République créée par Atatürk sur des frontières précises, ça veut dire qu'il faut retrouver le pouvoir d'influence de l'Empire ottoman, qui était du reste auparavant celui de l'Empire byzantin, d'une certaine manière, et dans la région, et l'offensive qu'il a soutenue en Turquie pour chasser l'Iran, c'est un peu une offensive anti-sassanide. Quand on était jeune, on apprenait que l'Empire perse avait essayé de détruire la Grèce, dont l'État successeur est l'Empire byzantin et qui a pris sa place est l'Empire ottoman, et qui a repoussé finalement l'Empire perse sous la forme de la République islamique, loin de la Méditerranée, loin de la base de Tartous russe en Syrie, loin du sud Liban, puisque le Hezbollah aujourd'hui n'est plus opérationnel, et qu'il a repoussé au-delà de l'Euphrate, de l'autre côté. Donc ça, c'est une chose importante. À partir de ce moment-là, Erdogan étant conforté dans son pouvoir, peut dealer. Par exemple, il y a une chose étonnante, c'est que les bases russes qui auraient pu être envahies n'étaient pas défendables. On aurait pu avoir une image de Sukhoi avec un graffiti brûlé sur l'aéroport de Hmeimim et un djihadiste brandissant une mitraillette dessus. Vous imaginez l'effet que ça aurait fait en Russie et pour la Russie dans le monde ? Eh bien, les Turcs ont négocié que ça ne se produise pas. C'est eux qui négocieront avec Vladimir Poutine ce qui deviendra des bases. Alors, Gilles Kepel, 30 secondes malheureusement seulement. C'est passionnant, le bouleversement du monde, votre livre événement. Dernière question. Ankara est plutôt un allié de la stratégie accord d'Abraham ++ ou plutôt un ennemi irréductible ? Non, parce que Israël a des relations avec la Turquie et vice-versa, même si en ce moment c'est pas le beau fixe. Et donc, pour eux, c'est un enjeu que Israël soit présent. De toute façon, ils sont réalistes. En revanche, ce qu'ils souhaitent, c'est que dans les accords d'Abraham ++,
là, la Turquie joue un rôle absolument central. Donc on est à la veille de nombreuses recompositions. Vous reviendrez bien sûr au micro de Radio J, sans doute chez Steve Najjar. Merci infiniment Gilles Kepel. Le bouleversement du monde, c'est votre livre, il faut le lire pour comprendre tout ce que nous avons évoqué à Sceaux et à Gambade. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.